diffusée sur le stand digital de France Douglas sur forestinov.euroforest.fr. Donc, je vois que le partage d'écran a été activé. Donc, moi, je vais couper mon micro et la parole est à vous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Leopoldo Sanchez, je suis directeur de recherche au Centre Val-de-Loire, généticien, et je suis le coordinateur des Douglas Avenir. Donc, Douglas Avenir, c'est un projet qui concerne l'amélioration du Douglas et la production des variétés améliorées d'avenir. Donc, c'est un projet avec plusieurs partenaires. Donc, on voit ici avec 3 instituts, FCVA, l'Office national des forêts et l'INRAE, et France Douglas représentant l'interprofession. Donc, on va faire cette présentation à 3 voix. Donc avec mes collègues, donc Yves Roussel, donc les partenaires Office national des forêts, et Marin Chaumet, les partenaires FCVA. Et donc on va parcourir donc les 2 étapes de Douglas Avenir. Donc on vient définir une première étape des 5 ans du projet Douglas Avenir, où on a initié les processus d'amélioration. Et on commence cette année 2021 avec la 2e étape, à nouveau 5 ans, où on va continuer avec cet effort d'amélioration et de production des variétés. Donc, d'abord, quelques mots d'historique. Donc, les Douglas, c'est une espèce donc, qui a été décrite donc par les médecins botanistes Archibald Menzies, donc déjà il y a quelques années, et introduit quelques années plus tard par un autre botaniste, Douglas, en Europe. Donc, ça a été introduit en France par la suite assez rapidement, et les premiers massifs ont été implantés, pareil, dans des régions pertinentes, donc au début du XXe siècle. Donc aujourd'hui, cette espèce est vraiment une espèce très implantée, très importante, qui comporte une surface assez considérable des 400 000 hectares, qui correspond basiquement à la moitié de la surface qu'on estime en Europe. Donc ça donne un peu l'importance de cette espèce. Donc à droite, on voit comment cette introduction, comment l'impact de cette introduction d'une façon historique donne l'importance de l'espèce au présent. Donc, dans la carte supérieure, on voit les différentes vagues d'introduction de l'espèce avec France, Allemagne, Pologne, les premiers pays à introduire cette espèce. La 2e vague, donc, avec l'Espagne, Italie, ex-Yougoslavie, pays de l'Est, et la dernière vague, la Turquie. Et donc, ces vagues successives d'introduction ont impacté évidemment l'importance des surfaces présentes au jour d'aujourd'hui. Dans les massifs de Douglas en France, donc cette surface des 400 000 hectares, donc qui est implantée surtout sur 4 régions qui représentent le 3/4 de la surface de l'espèce en France. Donc Auvergne-Rhône-Alpes, Aquitaine, Bourgogne, Franche-Comté, Occitanie. Donc, il y a eu un effort de plantation qui est en diminution depuis quelques décennies, et donc ça correspond un peu à la fin de l'effort massif des plantations du FFN. Et donc, ça fait que, évidemment, l'âge des arbres
commence à être assez considérable avec une majorité des peuplements qui sont autour des 40 ans. Donc évidemment, évidemment, comme conséquence de cette vieillissement, il y a aussi un volume sur pied qui continue de progresser. Donc on voit dans la graphique, j'espère que vous pouvez voir donc ma souris, donc dans cette graphique à droite, cette progression du volume sur pied de glace qui se situe maintenant autour des 125 millions de mètres cubes. Et aussi, comme conséquence, une récolte qui progresse aussi actuellement autour des 3 millions de mètres cubes qu'on voit dans cette graphique donc au milieu. Donc, cette disponibilité va continuer de progresser, évidemment, dans les prochaines années avec des projections autour des 6 millions pour 2035. Une conséquence évidemment de cette récolte sur des peuplements plus âgés, ça fait que la part, le pourcentage de grossissage va continuer d'augmenter du fait de ce vieillissement, et ça on le voit dans cette scénario de projection des différentes utilisations, grossissage, canter, etc., dans les années à venir. Donc, dans cette brève historique, donc depuis évidemment l'introduction jusqu'au présent, il y a eu des éléments marquants dans cette histoire, donc notamment avec cet énorme effort de plantation du FFN dans les années 60 jusqu'aux années 90, qui a utilisé énormément de la graine importée des États-Unis. Donc, on était complètement dépendante de cette ressource. À la suite, il y a eu une baisse des reboisements, donc autour des années 2000, et une reprise de reboisement qui correspond en fait aux récoltes des bergers à graines installés dans les territoires. Et donc, cet effort de production des variétés françaises donc, correspond à des travaux de génétique qui ont commencé donc, dans les années 70 avec des dispositifs comparatifs qui ont permis donc, la sélection et l'installation des variétés, des bergers à graines, qui ont entré en production autour des années 2000 et donc qui ont permis cet arrêt d'importation des graines des États-Unis. Et donc maintenant, on est autosuffisante en termes de génétique des Douglas. Donc, on va faire un focus en somme sur le berger à graines actuel. Et donc, je donne la parole à mon collègue Yves qui va donc nous parler des bergers à graines actuels. Yves? Oui, donc bonjour à tous. Merci Léopoldo pour le passage de parole. Donc les vergers à graines de Douglas français qui sont disponibles actuellement sur le marché. Donc il y en a 8 si je ne m'abuse. Et donc vous avez la liste ici avec à chaque fois le nombre de clones, donc le nombre de, ça représente un tout petit peu, ça peut représenter un peu la diversité génétique présente. Et puis la surface en hectares. Et donc, ça donne une idée un peu de la capacité de production, puisqu'on considère qu'on peut produire à peu près 9 à 10 kilos par hectare et par an de graines lissées sur les différentes récoltes. Donc, les dates de plantation, vous voyez, ça va de début des années 80 au milieu, début des années 90. Donc, nous avons des vergers qui commencent à être assez âgés, hein, plus de 30 ans pour un verger à graines, ça commence à être un peu vieux. Certains soucis peuvent arriver en termes de récolte, des arbres un peu trop grands, ou alors ne serait-ce qu'en termes d'état sanitaire, sachant que les vergers sont dans le Lot actuellement, dans le Lot et dans le Tarn. Il y a différentes catégories dans les vergers, donc 2 vergers qui sont en catégorie testée, puisqu'on a tester leur valeur vraiment sur le long terme avec des dispositifs qui ont été mis il y a assez longtemps. Et puis des vergers qui sont de type qualifié pour lesquels on sait que les composantes sont de bonne qualité, mais on n'a pas encore testé, on n'a pas encore passé en catégorie testée. Je vous invite, pour avoir plus d'informations sur le contenu de ces vergers, à aller voir les fiches de conseil d'utilisation des MFR qui sont disponibles sur le site du ministère.
Diapo suivante, Léo. Merci. Depuis 2009, un réseau multipartenaire s'est mis en place pour évaluer l'ensemble des vergers disponibles, donc multipartenaires, qui implique l'INRAE, donc anciennement l'INRA et l'IRSTEA, donc maintenant l'INRAE, le CNPF, l'IDF, et puis l'Office national des forêts. Donc, nous avons mis en place ensemble une trentaine de dispositifs d'évaluation, donc avec des répétitions intradispositifs qui permettent d'avoir un pouvoir statistique pour différencier les vergers entre eux. Et puis, une 15 dispositifs de démonstration, donc sans répétition, chaque verger représenté une seule fois dans chaque dispositif, qui permettent par contre d'avoir un effet de démonstration puisqu'on regroupe plus d'arbres de chaque provenance, de chaque verger en même temps. Donc, vous voyez la carte de ce réseau-là. Donc, vous voyez qu'on a évidemment ciblé les zones dans lesquelles le Douglas était principalement implanté, était vraiment intéressant. Mais on a aussi essayé, donc ce qu'on a appelé le cœur de l'air, mais on a aussi essayé d'étendre ce cœur de l'air, vous voyez, par exemple, à des zones dans lesquelles le Douglas peut être intéressant déjà maintenant et puis à plus long terme, donc en Normandie et en Bretagne, par exemple, ou dans le nord-est. Et puis aussi, on a voulu tester donc deux autres choses. D'abord, comment le Douglas se comporte en altitude. Donc là, on a mis des dispositifs à plus de 1000 mètres d'altitude. Et puis, donc principalement dans l'Est centrale. Et puis ensuite, comment le Douglas se comporte dans des conditions un peu en dehors de la zone classique d'utilisation. Donc la marge 1, ce sont des endroits où le Douglas est en station actuellement, mais potentiellement, dans le futur, ça peut être un peu plus compliqué. Et la marge 2, c'est des endroits, vous voyez, hein, les points rouges. Alors la motte, je ne suis pas sûr que ce soit la marge 2, mais donc les points rouges dans le sud-est, ce sont des zones où déjà, dès maintenant, le Douglas est hors station. On ne le conseillerait pas ou vraiment pour diversification, pour faire des essais actuellement. Alors, diapo suivante. Léo, diapo suivante. Ouais, merci. Donc, du coup, voilà quelques résultats rapidement de 24 dispositifs des mesures à 5 ans. Alors, le résultat à gauche donc, vous présente l'accroissement en hauteur en centimètres par an moyen pour les différents vergers. Donc à 5 ans. Alors, tout d'abord, à droite, il y a le témoin. Donc, c'est une provenance que certains d'entre vous doivent connaître, j'imagine. C'est la Seed Zone 403 de l'État de Washington, qui est une très bonne provenance et qui nous sert de témoin pour tout le réseau. Voilà. Et donc, ensuite, le premier résultat, c'est que tous les vergers, donc sauf Californie, on y reviendra, tous les vergers sont au-dessus du témoin hein, en termes d'accroissement à 5 ans. Donc ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat qu'on observe, c'est que les différences entre ces vergers, ce groupe de vergers de tête, sont quand même assez faibles. Donc ça veut dire qu'en gros, tous les vergers à 5 ans, en termes d'accroissement en hauteur, se comportent de la même façon. Et donc, l'autre résultat, c'est que Californie, globalement, a un accroissement qui est quand même beaucoup plus faible, enfin qui est beaucoup plus faible que les autres vergers et que le témoin. Donc ça, c'est des choses que vous devez observer aussi si vous avez implanté cette provenance-là. Alors, à droite, le graphique de droite, c'est les mêmes types de variables, hein, c'est l'accroissement en hauteur, sauf que là, donc, chaque courbe, hein, c'est un des vergers, hein, vous voyez les couleurs, et en abscisse, sur l'axe des X, vous avez différentes marges. Donc, on retrouve le cœur de l'air, altitude, marge 1 et marge 2. Et donc, ce qu'on observe sur ce graphique-là, c'est que dans le cœur de l'air, on retrouve ce résultat donc, des vergers du peloton de tête qui sont au-dessus du témoin et de Californie qui est très en retrait. Mais quand on va vers donc en altitude, il n'y a rien de bien intéressant comme nouveauté. Mais quand on va vers les marges 1 et marge 2, on observe que ce handicap relatif entre guillemets de Californie s'amoindrit beaucoup. Et donc, du coup, ça peut être intéressant d'implanter ce verger dans ces zones-là pour diversifier, vu que la différence de croissance, en tout cas à 5 ans, ne semble pas rédhibitoire. Alors, diapo suivante. Voilà. Et donc, ici, on vous présente une clé de choix qui a été publiée notamment donc, sur France Bois Forêt. Alors, il ne faut pas prendre cette clé, comment dire, comme disons que la dichotomie qui est affichée n'est pas non plus
comment dire, elle n'est pas fausse, mais il faut la prendre un peu avec des pincettes. Les choses ne sont pas aussi tranchées que ça, hein. Vous imaginez bien, on vient de voir que les vergers se comportent à 5 ans de la même manière, en tout cas pour le peloton de tête. Bon, cependant, il permet un peu de réfléchir à des choix selon votre situation. Je ne vais pas le détailler ici, je vais juste détailler deux, trois points. Donc, Californie, hein, exposition au stress hydrique élevé. Donc, on ne dit pas que Californie est excessivement résistant au stress hydrique. On dit juste que dans un cas de stress hydrique important, il peut être intéressant de planter ce verger, puisque déjà les croissances juvéniles semblent comparables. Et a priori, le matériel provient donc de Californie, donc d'endroits où les arbres ont pu avoir été sélectionnés pour une adaptation à un stress hydrique. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà, c'est en diversification, je continue à le conseiller. Pour un autre point que je voulais relever, c'est par rapport aux gelées tardives, où en effet, si la majorité des vergers sont assez tardifs, hein, il y a eu des sélections pour ça, notamment par rapport au témoin Washington Seed Zone 403, le verger Californie, lui, est quand même assez précoce. Donc attention vraiment à ces questions-là. Et les vergers France sont relativement précoces. Donc attention aux endroits où il peut y avoir des gelées tardives. Les France peuvent être un peu, disons, à déconseiller. Diapo suivante. Alors oui, donc pour répondre au vieillissement des vergers actuels, donc le programme Douglas Avenir a été lancé à partir de 2015 jusqu'en 2020 pour la première phase, on va dire, et puis là il est relancé, on verra ça par la suite. Diapo suivante. Voilà, alors le matériel de base, en fait Douglas Avenir a consisté à la remesure de dispositifs expérimentaux pour sélectionner des arbres pour produire une population élite. Donc le matériel de base qui a été utilisé est de deux types. D'abord des descendances. Alors des descendances, c'est marqué en tout petit. Demi-frère, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a récolté des graines en identifiant un arbre particulier et donc la mère de ces graines dans des populations de Washington et du Nord-Oregon. Donc, c'est juste ça, les descendances demi-frères. Donc, ce matériel de descendance a été testé dans les tests qui sont indiqués ici avec des petits trucs, des petits figurés, excusez-moi, rouges. Alors, voilà. Et ensuite, il y a d'autres matériels qui ont été testés, évalués. Donc, ce sont des peuplements. Cette fois-ci, les graines récoltées ne sont pas identifiées arbre par arbre, mais sont récoltées globalement sur un peuplement, donc c'est une provenance, et donc ça concerne le Sud-Oregon et la Californie. On voit sur la carte la répartition du Douglas vert, et puis les deux zones, Washington, Nord-Oregon pour les descendances, et Sud-Oregon, Californie pour les provenances. Et ce matériel a été testé dans les tests avec un figuré bleu, donc plutôt au sud, dans le sud de la France. Alors, la carte, le fond de carte, c'est la compatibilité actuelle du Douglas par un modèle donc anciennement appelé IKS, qui est maintenant inclus dans la plateforme Climessence développée par d'abord l'ONF et ensuite le RMTA Force. En vert, c'est quand c'est compatible. En jaune, c'est quand c'est pas compatible, mais c'est un peu une idée de marge de compatibilité. Et en rouge, c'est vraiment quand c'est pas compatible du tout, donc actuellement. Voilà, donc en tout, ça représente 23 essais. Alors, il n'y a pas 23 points sur la carte parce que certains essais sont assez proches les uns des autres. 203 hectares et donc 250 000 arbres qui ont été mesurés pour cette première phase du projet. Diapo suivante. Voilà, alors ça c'est pour vous donner un peu quelques éléments de réponse à des questions par rapport au changement climatique. Donc là, on a représenté deux cartes. Une carte donc, comme celle de tout à l'heure, hein, en climat actuel, compatibilité climatique, avec les dispositifs expérimentaux qui ont servi pour Douglas Avenir. Et on s'est projeté en 2050 avec un scénario, alors je n'oserais pas dire optimiste, mais vu comment on est parti, on peut dire que c'est optimiste finalement, le RCP 4.5. Donc vous voyez qu'évidemment, hein, comme le climat va se réchauffer, les zones d'incompatibilité vont s'agrandir. Et donc ce qu'on observe, c'est que déjà actuellement, il y a certains de nos dispositifs, notamment les dispositifs dans lesquels on évalue du matériel californien, qui sont déjà dans des zones où le Douglas est un peu pas compatible, par ce modèle-là en tout cas, notamment dans le Var et dans l'Aude
mais aussi en Corse. Et quand on va dans le futur, on voit que ces dispositifs-là, alors ceux qui sont déjà pas compatibles vont évidemment l'être encore moins, et on voit que certains, par exemple dans la vallée du Rhône, là, sont dans des situations un peu limites. Donc ça veut dire que nous avons évalué le matériel qui a servi à Douglas Avenir dans des conditions où, a priori, les arbres ont subi des pressions de sélection liées à ce climat un peu plus xérique. Je pense qu'on va le voir après. Les arbres qu'on a évalués, ils avaient entre 20 et 30 ans, pour vous donner une ordre d'idée. Donc, ils ont subi 20 à 30 ans de climat un peu particulier. Voilà, je crois que j'ai encore une diapo là-dessus. Et donc, ici, vous avez résumé donc, l'information. Donc, en ordonnée, vous avez la somme des déficits hydriques annuels, donc ça veut dire les manques d'eau cumulés sur l'année, d'accord. Et en abscisse, sur l'axe des X, vous avez les sites dans lesquels que nous avons utilisés. Et donc, évidemment, plus le déficit est important, plus il manque de l'eau et donc plus le site est sec. Et donc, on voit qu'il y a des sites pour lesquels il manque plus de 200 mm d'eau par an, ce qui est vraiment pas négligeable du tout. Et donc, on est dans des sites du Var, le Treps, c'est dans le Var, Pineta, c'est en Corse, Sorèze, ça doit être dans l'Aude, et Arfon, par contre, je ne sais pas où c'est, je suis désolé. Et puis, à l'inverse, on a des sites dans lesquels il n'y a aucun déficit, comme Renault et Épinal, par exemple. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer qu'on a évalué tout ce matériel-là dans des sites assez contrastés, notamment en termes de déficit hydrique. Diapo suivante, mais je vais relaisser la parole à Léo, je pense. Oui, merci Yves. Donc, on va passer tout de suite à Marin qui va nous raconter un peu comment on a initié la première activité des Douglas Avenir il y a 5 ans, c'était vraiment d'écouter les attentes de la filière. Donc, Yves, Marin, pardon, tu peux… Donc, bonjour à tous. Donc, comme Yves vient de vous présenter, on a travaillé sur plusieurs dispositifs. Au sein de chaque dispositif, on a mesuré un certain nombre de caractères que je vous présenterai juste après. Et simplement pour nous aiguiller un petit peu dans les choix qu'on devait faire pour opérer les sélections, on voulait consulter la filière pour avoir un cahier des charges des critères à prendre en compte pour satisfaire tous les acteurs qui sont utilisateurs de Douglas. Donc, c'est ce qu'on a fait à travers France Douglas et via un questionnaire sur lequel on a eu 99 réponses, aussi bien de l'amont que de l'aval. Bien sûr, l'amont est plus représenté que l'aval, mais on a quand même intégré des transformateurs qui sont forcément utilisateurs du matériau bois in fine et qui se jouent en fait dès la plantation. Donc, diapo suivante, s'il te plaît, Léo. Donc, un des premiers résultats de ce questionnaire et de cette enquête, c'était de savoir quel était l'équilibre à trouver pour les variétés sur les différents critères. La réponse des enquêtés, qui est plutôt unanime aussi bien à l'amont qu'à l'aval, c'est de nous dire que tous les critères sont importants, donc aussi bien la forme que le matériau bois, que la productivité, que les risques biotiques, qui sont en fait tous les dégâts liés aux animaux, qu'ils soient insectes, chevreuils ou autres, et que les risques abiotiques, qui sont cette fois-ci tous les risques liés au climat, donc sous-entendu sécheresse, canicule, mais aussi risque de gelée, comme Yves l'expliquait tout à l'heure. Au sein de notre travail, on a pu facilement prendre en compte les questions de forme, de matériaux et de productivité. Pas du tout les risques biotiques par manque de moyens et de méthodologie aussi pour étudier ces phénomènes. Et ce n'est pas forcément l'amélioration génétique qui répondra le mieux à ces problèmes de risques biotiques. Et sur les risques abiotiques, on l'a mis en orange parce qu'on le travaille, on va dire, indirectement à travers du coup l'utilisation de provenance du sud de l'aire d'origine, la répartition des dispositifs que Yves vous a expliqué précédemment, et aussi par la prise en compte de la densité du bois, j'y reviendrai dans 2 minutes. Quand on interrogeait les enquêtés pour savoir qu'est-ce qu'ils entendaient par productivité, est-ce que c'était une augmentation de la productivité, une baisse ou un maintien, on a été surpris de voir qu'on nous demandait une production identique en fait aux variétés actuelles. On s'attendait à ce qu'on nous demande une productivité supérieure. Et en fait, la volonté de maintenir ce niveau de productivité, c'est pour nous une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre de travailler plus sur la forme, car on sait que en fait, plus les arbres poussent vite, plus la forme est dégradée.
Donc, le fait de chercher un maintien de productivité, pas une augmentation, devrait nous permettre de proposer des choses intéressantes sur la forme. Ensuite, sur le bois et donc sur le matériau en tant que tel, les attentes étaient fortes. Si juste Léo, tu peux appuyer un petit coup. Encore un petit coup. Hop, voilà. Les attentes étaient fortes sur le duramen. Malheureusement, on n'a pas pu prendre en compte ce caractère dans le cadre de notre étude parce que notre population de départ est trop grosse et c'était très consommateur de temps et on ne l'avait pas en plus prévu. Par contre, c'est quelque chose qu'on va travailler dans le futur projet. On y reviendra aussi par la suite. Et par contre, on a travaillé sur la densité du bois, qui est donc liée à la résistance aussi à la sécheresse. Donc, c'est un peu coup double. On travaille pour améliorer la densité et donc la résistance mécanique du bois dans le programme. Bon, le pourcentage de bois juvénile, je n'y reviens pas, on n'y a pas travaillé. Diapo suivante, s'il te plaît, Léo. Donc, comme je vous le disais, au sein des différents sites, on a suivi la croissance de chaque individu, c'est-à-dire la hauteur dans le jeune âge et le diamètre par la suite. On a suivi la forme à travers des notations de branches, que ce soit sur le nombre, l'angle ou la grosseur, mais aussi la rectitude et la fourchaison. Sur le matériau bois, on s'est concentré sur la densité du bois, qu'on a évalué à l'aide du pylodine et du résistographe, qui est l'outil que vous voyez en bas gauche en utilisation juste au-dessus. Je vous dis depuis tout à l'heure que la densité du bois est indirectement liée à la résistance à la sécheresse, car en fait, il y a plusieurs études qui montrent que plus le bois est dense, plus les individus résistent mieux à la cavitation. Donc, la cavitation, c'est le phénomène qui fait apparaître des bulles d'air en fait, dans les vaisseaux quand la colonne d'eau se tend dans l'arbre, qui peut provoquer le dépérissement des arbres. Donc, plus le bois est dense, plus les arbres sont censés résister aux sécheresses. Donc, c'est un des moyens d'amélioration envers le changement climatique. Sur l'aspect risque, on a aussi fait des notations de débourrement dans le jeune âge pour éviter les problèmes de gelée précoce, qui sont un problème en forêt et qui peuvent dégrader la forme, mais qui sont aussi et surtout un problème en pépinière. Donc, si les plants qui sont élevés n'arrivent pas jusqu'à la plantation, c'est plutôt dommage. C'est un critère relativement important à prendre en compte du point de vue risque. Toutes ces mesures, ça représente 1 800 000 données qui sont mesurées sur l'ensemble des dispositifs et sur le terrain. Donc, c'est une masse de données assez conséquente. Et du coup, Léo, si tu peux passer à la diapo suivante, merci. Donc là, ces 3 images pour vous illustrer un petit peu les différences visuelles, donc on va appeler phénotypes ou différences phénotypiques qu'on peut observer sur le terrain au sein d'un dispositif. L'enjeu de ce 1 800 000 données, c'est d'aller au-delà de ça. En fait, c'est de voir si au sein de sous-groupes, qui sont en l'occurrence ici des familles, il y a des tendances qui se dégagent sur les critères décrits précédemment. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, ensuite, une fois qu'on a bien décrit nos familles et nos individus, l'enjeu est d'étudier un petit peu les corrélations qu'il peut y avoir entre les différents caractères. Donc, par exemple, si on cherche à augmenter la circonférence, on a de la chance parce qu'en même temps, on va pouvoir facilement augmenter la hauteur totale. Par contre, à l'inverse, si on veut travailler à augmenter la circonférence, on va mécaniquement dégrader un petit peu la densité du bois. Et du coup, là, il y a un compromis en fait, à trouver sur nos poids affectés aux différents caractères pour avoir une amélioration qui est efficace à la fois sur la densité et la circonférence. Et en fait, tout le travail de sélection pour passer de notre population d'études qui est énorme à notre population d'amélioration qui sera un petit peu plus réduite, c'est de trouver les bons équilibres entre les différents poids et en accord avec le cahier des charges qu'on vient de vous présenter pour arriver à une population d'amélioration qui répond du coup à ces exigences. Je crois que j'ai fini. Je te relaisse la parole, Léo. Merci. Donc, comme résultat de cet effort des sélections, donc de cette recherche des compromis, on a pu sélectionner donc un ensemble d'individus dits élites. D'abord dans les corps de l'air, donc dans la partie Washington qui comporte cette partie nord de la distribution avec à peu près 200 arbres qui représentent cette collection élite des Douglas pour la génération d'avenir et une sélection des 135 arbres sur la partie sud de l'air Oregon et Californie.
Donc, cet effort, évidemment, donc, comporte énormément d'étapes, donc notamment les greffages grâce à la collaboration des Perras Château. Ici, on représente ces différentes étapes donc, qui vont depuis le grimpage pour la récupération des greffons dans les différents dispositifs. Donc, ça a été vraiment une opération complexe avec beaucoup de déplacements. Beaucoup d'activités des différentes personnes. Donc, par exemple, la sélection des bons greffons et surtout cette étape très importante des greffages et élevages à Perras-Château de ces matériels précieux qu'on a sélectionnés dans les dispositifs. Donc, comme résultat de cette sélection, ici, on vous représente donc les gains génétiques calculés pour la partie cordaire et on représente par ces différents barres donc ces niveaux de gains génétiques pour différents traits qui sont ici donc les débourrements, la hauteur, l'angle des branches et la branchesson, qui les deux donc dessinent ces aspects des architectures donc Yves a fait mention, et la circonférence associée à la hauteur pour produire les volumes. Et à la fin, on a la densité des bois. Donc, pour les varres verts, ça représente un gain favorable. Donc, dans la recherche de ce compromis, en prenant en compte les corrélations favorables et défavorables entre traits, et on a cette gain défavorable qui représente 3% des pertes en densité. Donc, c'est un compromis, évidemment, qui nous donne donc cette gain, surtout en architecture, un maintien en termes de décroissance, et surtout sur les aspects des risques concernant le débourrement. Et plus ou moins un maintien aussi en termes des densités de bois avec une petite perte donc de 3%. Donc, Douglas Avenir comporte 3 objectifs et ça, c'était les cas pour la première étape, les premières 5 ans, mais c'est aussi donc quelque chose d'important pour la suite commençant cette année. Donc, il y a l'objectif de sauvegarder, d'évaluer et de valoriser. Donc, sauvegarder, cela, ça représente donc 2 parcs à clones qui sont situés à Orléans et à Pérat. Donc, ces parcs à clones, c'est vraiment donc un lieu précieux des stockages de ces clonélites qu'on va aussi utiliser comme banque à greffons pour pouvoir donc créer d'autres dispositifs pour effectuer les croisements contrôlés nécessaires pour la suite, pour une 3e génération des Douglas Avenir, mais aussi voilà, pour pouvoir caractériser moléculairement ces clones d'une façon facile, avec facile accès. Une autre partie extrêmement importante, donc, c'est l'évaluation. Donc, ces clonélites doivent être évalués dans des dispositifs dans lesquels on a tout l'ensemble des individus sélectionnés. Et cette évaluation va nous permettre d'orienter les croisements pour une 3e génération de Douglas Avenir, sélectionner les parents qui vont faire partie des futurs bergers à graines. Donc, cette évaluation est vraiment importante. Et aussi évaluer tous les aspects qui concernent en fait la résilience, la plasticité des génotypes, étant donné que ces tests clonaux, c'est des répétitions qui sont dispatchées dans 3 sites différents. Et donc, il va nous permettre de pouvoir donc évaluer ces réactions à ces sites contrastés. C'est prévu l'installation des tests clonaux supplémentaires. Et il y a aussi évidemment l'autre fonction importante du projet qui est la valorisation dans la production des bergers à graines de 2e génération, avec d'abord une définition d'une stratégie d'installation sur le long terme. On va voir un aperçu dans les diapos suivantes.
et dans la création du matériel végétal, donc ces vergers. Donc évidemment, il y a une stratégie qui repose sur un ensemble d'objectifs et des choix techniques. Donc d'abord, donc on a visé une production qui se situe autour des 1 tonne des graines par an. Donc, environ 40% de la consommation actuelle. Donc, on assume un redémarrage des reboisements et de l'export. Donc aussi, avec cette stratégie de déploiement, on vise aussi une introduction de gains génétiques de façon progressive et en continu dans les différentes séries des bergers ARN qu'on va produire. Et donc, avec ces différentes séries, on va pouvoir aussi être beaucoup plus flexible et réactif face à des nouvelles demandes, des nouvelles variétés. On va pouvoir réajuster la composition génétique de ces vergers pour pouvoir donc faire face à des demandes et des besoins. Donc, les choix techniques concernent notamment la durée de vie de production de ces vergers, 35 ans. C'est un compromis entre donc une durée courte et un renouvellement rapide, mais aussi un retour de l'investissement qui soit important. Donc, on considère que ces 35 ans, c'est un bon compromis, avec une périodicité d'installation des tranches des 20 hectares tous les 5 ans. Et donc, in fine, on aura donc une emprise totale qui comporte 140 hectares et qui va pouvoir donner cette production attendue des 1000 kilos par an. Donc, ce qu'on a fait dans la première étape des Douglas à venir, donc, c'est déjà de relancer la machine des nouvelles variétés avec l'installation de première tranche qu'on voit ici, qui comporte deux subtranches, une tranche 1.1 qui correspond au clone élite de la partie nord de l'aire, et une deuxième subtranche qui correspond à les clones élites de la partie sud de l'aire, Oregon, Californie. Donc, soit qui ont été déjà installés ou qui vont être installés cette année. Et c'est prévu donc pour à partir de 2022 et jusqu'à 2024 dans l'installation aussi d'une deuxième tranche qui comporte une première partie avec une sélection des clones élites issus des bergers et graines de première génération, donc les bergers qui ont été décrits par Yves, donc au printemps 2022. Et une sélection à donc établir dans cette année pour une deuxième partie de cette deuxième tranche. Donc ici, on voit dans cette graphique, en fait, cet étalement des tranches qui se succèdent tous les 5 ans, avec 20 hectares chacune, et donc qui vont permettre, via leur maturation, de rentrer en production au bout des 200, 1500, pour pouvoir accumuler tranche par tranche cette production qui va garantir cette production d'une tonne par an. Donc, les prochains 5 ans, donc Douglas à venir version 2, on va dire, donc considère d'autres caractères qui n'ont pas été considérés jusqu'à maintenant par manque des données, et aussi pour donc répondre à ces attentes de la filière concernant d'autres aspects autres que la croissance et l'architecture. Donc notamment, il y a les aspects formation du duramen, aussi les aspects de durabilité du bois, et aussi la tolérance au stress hydrique via, par exemple, l'installation des dispositifs donc en pépinière des stress hydriques, et considérer aussi donc des aspects bois comme la densité d'une façon beaucoup plus explicite pour pouvoir donc répondre à ces demandes.
Évidemment, tous ces traits peuvent être très difficiles à évaluer et donc ils sont coûteux. Et donc, un autre aspect important dans Douglas Avenir 2, c'est vraiment regarder d'autres approches qui facilitent cette évaluation, et donc, notamment avec donc l'utilisation du NIRS, donc de la spectrométrie proche infrarouge, pour pouvoir utiliser comme proxy de certains traits difficiles à évaluer, notamment des traits associés à les caractéristiques du bois. Et un autre aspect donc, qui va permettre d'en faire une sélection beaucoup plus précoce, c'est l'implémentation de la sélection génomique, dont la sélection via l'utilisation des marqueurs génétiques lus à partir du génome, qui vont nous permettre de faire une sélection précoce donc dans la pépinière. Donc, un autre aspect important, évidemment, des Douglas Avenir, c'est la communication. Et là, je passe la parole donc à Marin, qui va donc nous donner quelques éléments concernant ces aspects. Donc, un autre constat qu'on fait sur l'aspect amélioration génétique, mais aussi les variétés forestières améliorées, c'est qu'au final, c'est un domaine qui reste assez opaque ou peu maîtrisé par aussi bien au final les propriétaires que les gestionnaires, et qui a un manque d'informations sur ces thématiques-là, et que ce manque qui va devenir de plus en plus prégnant avec les enjeux de changement climatique, et notamment dans certains secteurs où le Douglas peut commencer à montrer des signes de faiblesse, mais aussi là, on va penser au Douglas pour remplacer par exemple les peuplements d'épicéas. Donc c'est l'objet d'un projet qui est financé par la Bourgogne-Franche-Comté, qui va nous permettre de faire le tour de la question en questionnant des propriétaires et professionnels autour de leur information et leurs besoins en information, pour proposer ensuite des supports de communication, en tout cas d'éléments de réponse, que ce soit papier, écrit ou en ligne ou vidéo, pour leur apporter des éléments et qui les intègrent dans leur réflexion pour les aider à faire les bons choix et surtout éviter de faire des mauvais choix qui les conduiraient dans des impasses. Diapo suivante, s'il te plaît, Léo. Et donc, pour conclure sur le projet Douglas Avenir terminé et aussi un petit peu la suite, ce projet il a permis d'actualiser les informations et les connaissances sur les ressources génétiques des 3 organismes de R&D forestiers que sont INRAE, ONF et FCBA. Ça a permis de créer, de sécuriser et d'évaluer une population d'amélioration qui sera la base des vergers à graines du futur et même de demain, puisque les premiers seront installés très prochainement, avec des critères qui sont en phase avec les attentes de la filière. C'est aussi un projet qui a permis de définir une stratégie de mise en place de vergers qui se veut plus flexible vis-à-vis des nouvelles demandes envers de nouvelles variétés et qui permettra aussi de diffuser plus progressivement le progrès génétique. C'est un projet qui va permettre l'installation de 40 hectares de vergers à graines de Douglas, donc dit de 2e génération par rapport aux vergers déjà existants, et ce d'ici 2024, donc dans un futur très proche. Et enfin, c'est surtout un programme qui a permis d'associer ces 3 organismes de R&D, donc INRAE, ONF et FCBA, dans un groupe Douglas Avenir qui n'est pas encore, on va dire, périn, mais en tout cas qui va durer dans le temps pour travailler sur cette question de création variétale du Douglas. Voilà. Merci à tous pour votre attention et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Merci à vous pour cette présentation. Donc oui, comme vous le dites, Marie, on va commencer aux questions. Je vois dans le chat qu'on en a plusieurs. Donc la première, est-ce que la France importe encore des graines de Douglas? Et si oui, d'où proviennent ces dernières? Je vais répondre. En fait, il se trouve que Josette Chauvin a déjà répondu, donc non. La France n'importe plus de graines, d'ailleurs, enfin des États-Unis en tout cas, des États-Unis depuis 2011. Donc voilà. Très bien, merci. Ensuite, la deuxième question. Quelle surface totale représente les 43 tests d'évaluation et de démonstration des vergers à graines de Douglas plantés en France? Donc c'est encore pour moi. Alors je n'ai pas la surface totale, mais en gros, c'est des tests qui font de l'ordre de 1 à 2 hectares.
pour les tests d'évaluation, et les tests de démonstration sont un peu plus petits, donc on peut imaginer que ça représente en gros une quarantaine d'hectares globalement, hein, si on fait une espèce de moyenne. Voilà, je pense qu'une quarantaine d'hectares, ça donne une bonne idée de cette surface. Ok, merci. Alors, je descends. Que peut-on dire? Donc oui, une question de Jean-Paul Gaillot. Que peut-on dire de la provenance américaine 202? Alors, donc c'est une région de provenance donc qui est située au nord de l'État de Washington, donc aux USA, au bord du Pacifique. Donc, c'est bien connu pour être une région de provenance. Une très bonne région de provenance dans les tests de provenance donc qui ont été installés donc c'est les tests UFRO, je pense. Et donc, dans cette région de provenance, donc il y a le peuplement Arlington qui avait été retenu, donc avec une sélection d'une dizaine de clones pour cette population qui font partie de l'élite Douglas Avenir. Voilà, donc bon, mon collègue Jean-Charles pourrait dire beaucoup plus de choses que moi sur cette région de provenance, mais en tout cas, voilà, ça fait partie parmi des très bons peuplements donc, qui contribuent à Douglas Avenir. Ok, merci, très bien. Ensuite, j'ai une remarque question de Vincent Gabillet qui nous dit qu'il avait en tête que les Vosges souffraient de stress hydrique et développaient ainsi les scolytes. Donc, je ne sais pas ce que vous avez à dire là-dessus. Je pense qu'il doit y faire référence au schéma qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, je ne connais pas spécifiquement ce contexte, donc j'ai bien en tête que il y a des soucis de stress hydrique, mais alors je dirais que c'est plutôt sur les épicéas. Les cartes qu'on a montrées, comment dire, les cartes qu'on a montrées de compatibilité climatique sont par rapport au Douglas. Si on avait montré les cartes par rapport à l'épicéa, sans doute les zones rouges et vertes n'auraient pas été les mêmes. Alors par contre, sur le classement en termes de stress hydrique sur l'année, en effet, ça c'est dans l'absolu, c'est une valeur absolue, c'est pas lié à l'espèce. Et en effet, les tests Épinal, par exemple, étaient en zéro stress hydrique. Bon, ces cartes-là, c'est un modèle dans lesquels la réserve utile, notamment, donc c'est le verre d'eau, hein, c'est le stock d'eau qui est disponible dans le sol, à peu de choses près, donc qui joue vachement sur les bilans hydriques, hein, parce que si on peut avoir plus ou moins de réserves, on est plus ou moins soumis, dépendant des précipitations ou pas. Cette réserve utile, elle est pour l'instant évaluée, elle est spécialisée. Donc, chaque point de la carte n'a pas été évalué avec de la pédologie, évidemment. Donc, ça peut expliquer, sans doute, à mon avis, des grandes… Et ça, c'est très hétérogène, on le sait. Donc, ça peut expliquer pourquoi est-ce que dans certains cas, dans les Vosges, il y a des problèmes de stress hydrique. Après, je ne vais pas m'avancer beaucoup plus. Je pense que climatiquement, les Vosges sont quand même un peu moins soumis à des stress hydriques que le Var ou que la Corse. Encore la Corse, ça peut se discuter avec la montagne, mais en effet, pour l'épicéa, oui. Ouais, juste pour compléter, effectivement, le problème de scolyte sur Douglas, bon, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un vrai problème. Et après, l'atout du Douglas, justement, par rapport à l'épicéa, c'est que justement, il a une meilleure résistance au stress hydrique que l'épicéa. Après, quand on dit meilleure résistance, ça ne veut pas dire qu'il est prêt à tout non plus. Il faut bien l'avoir en tête. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on peut penser au Douglas en remplacement de l'épicéa dans certains points, et notamment les Vosges. Ok, merci. Donc, du coup, je continue avec la deuxième question de M. Gabillet qui demande est-ce que la hausse du CO2 dans l'atmosphère augmente ou diminue la densité du bois? Bonne question. Qui prend? Je ne sais pas s'il y a beaucoup enfin, si on a des éléments pour y répondre, mais… Bon, il y a peut-être une approche qu'on pourrait dire la réaction face à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, elle peut être positive pour certaines espèces.
peut-être le problème pour le Douglas, c'est que s'il y a hausse du CO2, il y aura peut-être aussi hausse des températures, donc Oui. sécheresse, voire canicule, et ça peut aussi limiter la croissance. Si on faisait un raisonnement tout bête, hausse de CO2, hausse de croissance, on pourrait dire que du coup les accroissements seraient plus forts et que ça pourrait avoir tendance à diminuer la densité du bois. Mais en fait, le vrai atout du Douglas là aussi, c'est qu'en fait, comparé à toutes les autres essences résineuses qu'on a sur nos territoires, la dégradation de la qualité mécanique par la vitesse de croissance, elle est très très faible. Et c'est ce qu'on voyait aussi, Léo, à travers les résultats que tu montrais sur le gain génétique, c'est qu'au final, même si la corrélation vitesse de croissance densité du bois existe, elle est relativement faible et pour pas que ce soit dérangeant par rapport à ça. Donc, je vois aussi qu'il y a une question sur ces 3% de pertes. Donc, je voudrais tout simplement donc clarifier un peu cet aspect-là. Donc, effectivement, ça, c'est une perte attendue. Mais il faut voir que parmi ces 330 clones élites sélectionnés, il y a encore de la variabilité importante pour ces traits qui nous permettraient de proposer des variétés, des sous-ensembles d'individus élites qui ont un niveau des densités beaucoup plus fortes. Donc, en fait, on a du marge pour pouvoir récupérer, pour pouvoir rattraper donc cette 3% des pertes globales dans l'ensemble des clones élites. Là aussi, peut-être pour compléter, c'est vrai que là, on a présenté le schéma de sélection pour, au final, la population d'amélioration. Mais très vite, quand on accumulera de l'information sur nos individus, on pourra proposer des vergers qui sont plus affinés. Et du coup, ce 3% en moyenne sur notre population, on pourra le transformer en peut-être même plus 3% ou 0%, ou même continuer à dégrader si on veut vraiment dégrader. On aura plus de marge de manœuvre. Ok. Alors, attention à ne pas louper de questions. Du coup, est-ce que vous prenez en compte le versement dû au vent et à la neige par rapport à la croissance au jeune âge? On va dire que s'il y a eu des problèmes de ce type et que les arbres dans les dispositifs ne sont plus représentatifs d'un accroissement normal, ils sont identifiés comme accidentés. Ça, c'est quelque chose qui est partagé par tous les partenaires. Après, le problème d'évaluer vraiment ce caractère ou ce phénomène du point de vue génétique, c'est que c'est souvent multifactoriel et c'est tellement rare au final dans les dispos qu'on ne pourra pas faire de sélection sur ce phénomène-là. Et puis, même par rapport à la neige, là encore, ce n'est pas sûr que ce soit l'amélioration génétique qui permettra de répondre à ce problème-là. Voilà, c'est pas forcément le meilleur outil pour répondre à ça, parce que ça ne se produit pas suffisamment dans les dispos, quoi. Ok. Ensuite, donc on enchaîne donc, sur la dernière question, si j'en ai pas sauté. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à en poser sur le chat. Donc la question qui est: y a-t-il des risques de pénurie de graines de Douglas améliorées en France avec l'accroissement des surfaces reboisées? Je vais commencer à répondre. Vous pourrez apporter d'autres éléments, les collègues. Alors, on va être très clair. Oui, il y a un risque de pénurie à venir de graines de Douglas, de graines améliorées en tout cas, issues des vergers à graines qu'on a présentés dans la présentation. Pas forcément dû au fait que les surfaces augmentent, hein, ça ne va pas arranger les choses, mais dû au fait que certains vergers à graines, et notamment des gros vergers à graines comme Luzette et Darrington, qui ont une grosse surface et donc une grosse part dans la production, commencent à être vraiment très vieux et que quand on va devoir les arrêter, et ben ça va faire un gros trou de production. Et ce gros trou de production, si on se projette, alors évidemment, tout dépend de quand est-ce qu'on l'arrête. Est-ce qu'on l'arrête à 40 ans, à 50 ans? Et là, vous imaginez bien que ça repousse ce trou-là. Si on l'arrête à 40 ans, les vergers qu'on a mis en place là, voire les vergers, on a fait des copies de ces vergers-là aussi, alors en plus petite surface, mais on a fait des copies, ne seront pas encore en production. Et donc, du coup, il y aura un trou dans 15 ans, dans 10-15 ans, qui va durer une dizaine d'années, je crois. Un trou assez important, hein, faut pas se le cacher. On a quand même des solutions pour ça, donc d'une part conserver ces vergers accessoirement. Donc, alors le verger d'Arrington, faut être honnête aussi, il n'est pas en super forme.
Donc, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir continuer à le faire produire et en plus à le faire produire à hauteur de ce qu'on attend. L'UZET, il y a un peu moins de questionnement. Il est relativement en forme. Donc, il n'y a pas trop de soucis à le garder à long terme, en tout cas pour l'instant. Donc, ça, c'est une première solution. Donc, ça évite la pénurie. On cherche aussi d'autres solutions. Alors, planter des vergers maintenant, je le dis, ça ne sert à rien parce qu'il faut 15 ans entre la plantation d'un verger, si on le plante là demain, et les premières productions commerciales. Donc, ça ne répondra pas à ça. Ça répondra à lisser et à aider l'effort public que Léo a présenté, mais ça n'aidera pas à la pénurie, ça c'est clair et net. D'autres solutions, ce serait de revenir au peuplement porte-graines que nous avons, qui peuvent être récoltés. Le souci, moi personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne solution parce qu'on sait que la qualité génétique de ces peuplements n'est pas fantastique. Les peuplements français, c'est des peuplements très vigoureux, mais qui sont quand même assez précoces et la branchaison n'est pas très belle. Donc, l'autre solution auquel on réfléchit, c'est de repérer des peuplements qui ont été plantés avec des vergers d'Harrington Musette, notamment, pour les plus importants, et de transformer ces peuplements. Donc, on connaît la qualité de ces peuplements, vu qu'on sait ce qu'on a planté, et en plus, on pourra faire une sélection phénotypique pour voir si c'est des beaux peuplements, vraiment, et puis les transformer en peuplements porte-graines. Donc, vous voyez, il y a pas mal de solutions pour éviter cette pénurie. Je suis assez confiant sur le fait que, finalement, je pense qu'on ne va pas trop la ressentir. Voilà, si on s'y met tous ensemble. Pour compléter un peu ce que vient de dire Yves, et donc il y avait une autre partie de la question qui concernait en fait les autres pays. Donc on peut dire, même si on n'a pas évidemment de tests comparatifs bien précis, on peut dire que les niveaux des qualités génétiques des CVRG produits en Douglas à venir est comparable sûrement à la première génération de vergers à graines améliorés aux États-Unis. Donc, par exemple, des matériels issus des Weyerhaeuser. Et probablement, si on compare avec d'autres variétés produites en Europe, on est avec un niveau de croissance qui est supérieur et probablement pas si précoce que les variétés proposées ailleurs en Europe. Donc, je pense qu'on est à un niveau de qualité génétique qui devrait être très importante. Ok, très bien. Donc, je pense que vous avez répondu à la question suivante. Donc, comment se positionnent les variétés améliorées de Douglas françaises par rapport aux autres variétés produites dans d'autres pays? Donc, du coup, on va passer à une autre question. Question un petit peu plus longue. Donc, avez-vous étudié la mycorhisation selon les variétés, espèces de champignons concernées en particulier, avec une éventuelle adaptation d'espèces de champignons indigènes à cette espèce exotique? Non, on n'a pas étudié ça. Effectivement, c'est un aspect important. On va dire qu'on s'attaque d'abord à ceux pour lesquels on a de la donnée. Et effectivement, je pense que c'est un aspect, tout ce qui concerne les racines et on va dire les interactions avec la partie biotique du sol est extrêmement importante, mais pour le moment, on n'a pas eu le temps ni les ressources de s'attaquer à ça. Ok, alors, une question de Jean-Paul Gaillot. Quelles sont les parts actuelles de production de plantes Douglas à racines nues et de plants en godet? Et quelle est l'évolution de ces pourcentages à court et moyen terme? Quelles seraient les évolutions de ces pourcentages à court et moyen terme? Du coup, je vais prendre, parce qu'on a travaillé sur une étude récente pour le ministère, d'ailleurs, sur ces histoires de Douglas en racines nues et en godet. Aujourd'hui, la part de godet, elle est d'environ 10%. Ça peut varier un petit peu selon les années. Ça commence à augmenter progressivement. La question de ces évolutions à court et moyen terme, elle est compliquée parce qu'en fait, les deux systèmes, ils sont quand même très complémentaires en termes d'utilisation sur le terrain. Et je ne crois pas qu'il y en ait un qui va vraiment dominer l'autre un jour et que les deux seront toujours utilisés dans des pourcentages qui restent à déterminer en fonction de comment les praticiens s'approprient et mettent en œuvre les plantations, quoi. Donc, je pense que c'est en train de s'écrire aujourd'hui. Ça dépend aussi de la structuration des entreprises qui sont aujourd'hui productrices de plants.
Donc voilà, aujourd'hui c'est 10%, demain on verra. Hop, alors j'ai une question de Cécile Planchet qui demande si le Douglas est adapté, est-ce que le Douglas est-il adapté au mobilier et à la lutherie? Et quelle comparaison avec l'épicéa? Alors, bon, évidemment, mon collègue Jean-Charles pourrait dire beaucoup plus des choses que moi concernant ça, mais je pense que concernant la lutherie, il n'y a pas eu vraiment un test comparatif bien précis entre ces deux espèces, donc en restant l'épicéa comme l'espèce référente. Mais je pense que probablement le niveau il n'est pas semblable à celle de l'épicéa. Mais évidemment, il faudrait peut-être faire des tests plus avancés. Ok, très bien. Et donc ensuite, donc par rapport à l'ilobe, y a-t-il des résistances différentes par provenance? C'est un peu le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, le problème de l'ilobe, c'est que déjà, on ne maîtrisera pas le paramètre principal qui est l'ilobe et qu'on est en train de s'approprier notre ressource génétique. Au début, elle était tellement conséquente qu'on n'avait pas moyen de travailler sur tous les individus qu'on possédait. Aujourd'hui, on l'a réduite un petit peu dans notre population d'amélioration. Peut-être qu'un jour, on arrivera à faire des expés dédiés à l'ilobe sur la génétique. Là encore, je ne suis pas sûr que ce soit l'amélio qui soit le meilleur moyen pour lutter contre l'ilobe, parce que derrière, il peut aussi y avoir des histoires de coévolution. Et on sait très bien que si l'ilobe il est très présent et qu'il a très très faim, il prendra ce qu'il y a. Et honnêtement, je ne crois pas que ce soit l'amélio l'outil le plus efficace. Okay. Oui, sur les aspects résistance aux insectes, en général, c'est assez difficile de voir une résistance génétique aux insectes, une résistance qui vraiment annule l'effet de l'insecte. C'est pas comme pour les maladies où ce qui peut arriver, c'est des composés secondaires qui font que l'insecte a plus de mal à faire ce qu'il a à faire. Mais là, comme le dit Marin, ce genre de résistance, ça marche bien quand il n'y a pas une trop grosse pression. S'il y a une trop grosse pression, de toute manière, ces résistances-là, en général, elles sautent parce que les insectes, il y en a tellement qu'ils vont même aller sur les arbres qui sont un peu moins appétants. Mais il faut qu'on y travaille peut-être, oui, il faut qu'on regarde ça. Ok, très bien. Alors ensuite, une autre question. Quels essais vont-ils être mis en place dans Douglas Avenir pour tester vos clones au stress hydrique? Alors, bon, ça, c'est une question vraiment très importante. Donc, dans la deuxième partie des Douglas à venir, donc on va commencer les discussions pour essayer de cibler la composition génétique de ces tests. En tout cas, ça va être des tests en conditions contrôlées en pépinière, probablement à Orléans, mais on n'a pas encore donc ciblé le site, en tout cas un site qui soit proche de notre base pour pouvoir intervenir rapidement. Et donc, ça va être sur un sous-ensemble des clonélites ou des familles de clonélites donc présentes dans la sélection. Voilà. Et donc, ça va être évidemment une expérience qui va s'étaler sur plusieurs années pour pouvoir répondre à ces questions. Ok, très bien. Donc, je vois qu'on n'a plus de questions. On a dépassé l'heure de live. Messieurs les intervenants, si jamais vous avez d'autres remarques à faire. Ah non, une question qui vient d'arriver. Alors, donc, concrètement, comment fonctionne la sélection génomique, en particulier chez le Douglas? Alors, bon, on va essayer d'être assez court. Dans la sélection génomique, donc il y a basiquement deux étapes. Il y a une première étape dans laquelle on va typer tous les individus candidats à la sélection avec des marqueurs moléculaires, donc des marqueurs qui ciblent les polymorphismes, en quoi les individus sont différents en termes de marqueurs, on va dire des gènes. Et une fois qu'on connaît ça, on va essayer de faire un lien avec ces marqueurs et les traits à sélectionner, la croissance, la phénologie, etc. Et une fois qu'on connaît ces liens, on va être capable de pouvoir utiliser ces liens pour pouvoir évaluer d'autres individus
sur la base uniquement de leurs gènes, de leurs marqueurs moléculaires, sans avoir besoin d'un phénotypage. Et donc, c'est là qui permet en fait de faire une sélection très précoce, et éventuellement à l'état des plantules. Tout simplement, avec une aiguille, on va pouvoir donc faire ces tests ADN et pouvoir évaluer la qualité génétique de cette plantule sans avoir besoin d'attendre des années et des années. Bon, c'est très réduit, très résumé, mais basiquement, c'est ça. Ok, très bien. Donc là, je vois une autre question de Jean-Paul Gaillot qui me demande donc, le nombre de participants. Donc, vous avez été 50 à vous connecter à ce live vidéo. Donc, on vous remercie. Donc, ensuite, messieurs les intervenants, si jamais vous avez une remarque à faire ou autre précision avant de conclure, vous avez la parole. Moi, je voulais remercier tous les participants au sens qui écoutent, je veux dire, d'être venus. Et voilà, ça fait plaisir de voir que le sujet intéresse et que les gens viennent écouter. Et merci pour vos questions aussi, très intéressantes, un peu très pointues des fois, donc auxquelles on n'a pas forcément pu répondre. Et merci en tout cas à vous tous. Oui, je voudrais aussi dire qu'on voudrait bien répéter l'expérience, si possible, de tous les sons, parce que je pense qu'on espère avoir des résultats dans tous les sons issus des Douglas